Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio, midi 14h, Alexis Poulain sans réserve. Il veut montrer qu'il est capable de stopper la guerre en 24 heures. On sait qu'en réalité, Donald Trump a déjà causé avec Vladimir Poutine. Mais ce lundi, Moscou dément. Et un journaliste américain, Bob Woodward, a révélé que Trump a eu au moins 7 contacts directs avec Poutine avant les élections. Sorry Vladimir, plus de Russie non plus. Cela ne correspond absolument pas à la réalité. C'est une pure invention, c'est tout simplement une information fausse. Ce soir, France-Israël au Stade de France, match sous très haute surveillance policière. Pour stopper la guerre en Ukraine en 24 heures, le seul moyen de le faire, c'est de la capitulation. Vous n'êtes pas content ? Triplé. Vous imaginez le symbole si la France avait cédé à la menace antisémite ? Si les gens ils aiment pas ce qu'ils voient, ils changent de chaîne. Et voilà l'actualité. On va parler évidemment de ce match sous haute surveillance France-Israël ce soir au Stade de France avec Pascal Boniface, géopolitologue autour de géostratégie et aussi de géostratégie du sport. Et puis à 12h30, on parlera de l'OTAN. Qu'est-ce que ça change avec l'élection de Donald Trump ? Et notre invité sera le général Bruno Clermont, ancien directeur de la sécurité aéronautique d'État. Vous pourrez bien sûr nous joindre au 0826 300 300 pour poser vos questions ou réagir, et on parlera bien sûr des réquisitions du parquet contre Marine Le Pen. Alors justice politique ou pas, vous êtes sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 13h. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain sans réserve, l'invité. Et notre invité est Pascal Boniface, qui est l'auteur de Géostratégique, géopolitologue, mais qui a aussi écrit un livre sur la géopolitique du sport pour parler évidemment de ce match France-Israël ce soir avec les mesures exceptionnelles. Vous l'avez entendu pendant le Flash Info, 4000 forces de l'ordre mobilisées, le contexte géopolitique évidemment mis en avant, le match à haut risque, des billets qui sont nominatifs, et puis la délocalisation du match qui n'a pas été faite. Non, il faut que le match ait lieu en France avec en plus un parterre de personnalités qui vont y participer, Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais il n'y aura pas Kylian Mbappé sur le terrain. C'est comme ça et c'est ce soir. Alors Pascal Boniface, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le foot et la politique, ça fait bon ménage, même si Emmanuel Macron ne voulait pas qu'on politise les Jeux Olympiques. Il l'a fait et tout le monde le fait. Et ce soir, ce match, c'est plus de la politique ou c'est plus du sport ? C'est les deux. Ça reste un match de football avec un résultat. Il y aura 11 contre 11, un arbitre, un résultat à la fin. La France veut se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Israël veut marquer ses premiers points. Donc, il y a un match de football. Mais dans ce cadre-là, c'est à la fois un match à la fois politique et géopolitique. De mémoire, je ne crois pas qu'il y ait eu d'autres matchs où les deux anciens présidents et l'actuel président soient ensemble pour assister à un match. Ouais. Et le Premier ministre, Michel Barnier également. Le Premier ministre, effectivement, ils aiment tous le football, mais ils y vont pas ensemble d'habitude. Il y a peut-être des gens qui viendront plus pour des motifs politiques que des motifs footballistiques. Il y a peut-être, je pense, qu'il n'y aura pas plus de monde dans la tribune présidentielle que dans le stade, mais disons que la tribune présidentielle sera bien garnie. C'est aussi un enjeu de sécurité primordial pour Bruno Retailleau, qui ne doit pas faillir. Il avait d'ailleurs dit certains demandent la délocalisation du match France-Israël. Je ne l'accepte pas. La France ne recule pas, car cela reviendra à abdiquer face aux menaces de violence et face à l'antisémitisme. C'est ce qu'il a écrit après les événements d'Amsterdam. Je rappelle qu'il y avait eu ces heurts avec les supporters du Maccabi Tel Aviv à Amsterdam après un match contre l'Ajax. Est-ce que ce soir, c'est aussi un déploiement sécuritaire hors norme pour à la fois la sécurité des personnalités, mais aussi de ce match avec la peur de revoir les scènes qu'on a vues à Amsterdam? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dès le départ, bien avant les violences d'Amsterdam qui sont récentes, ça fait très longtemps qu'il y a des inquiétudes sur ce match. D'ailleurs, la billetterie a été ouverte que très récemment. D'habitude, la billetterie pour un match est ouverte 5 ou 6 mois avant le match pour que le stade soit bien rempli. Là, la billetterie n'a été ouverte que 3 semaines ou 1 mois auparavant, parce que jusqu'au dernier moment, il y a eu des débats pour savoir si on ne pouvait pas le jouer ailleurs qu'au Stade de France, soit au Parc des Princes, soit dans une ville de province, comme ça arrive parfois. Est-ce qu'il fallait, alors tout de suite, le fait de le jouer à l'étranger, de ne pas recevoir l'équipe israélienne en France, a tout de suite été éliminé.
comme le fait la Belgique, comme le font d'autres pays. Donc la décision a été prise assez vite de faire le match, mais certains disaient est-ce qu'on ne peut pas le faire à huis clos, mais si on fait un match à huis clos, on risque de déplacer les violences autour du stade et non pas dans le stade. Donc la décision a été prise de le maintenir et de l'accompagner de mesures de sécurité extrêmement fortes, d'autant plus sensibles que, rappelez-vous, il y avait, outre les violences d'Amsterdam, il y avait auparavant des violences pour une finale de la Ligue des Champions qui ne s'était pas très bien passée au Stade de France. Oui, avec les supporters anglais à l'époque où Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur, on se rappelle de ça. Délocaliser les matchs, c'est quelque chose qui se fait. Vous parlez de la Belgique, effectivement, qui avait renoncé à accueillir Israël et qui avait fait le match en Hongrie. Comment ça se fait qu'on peut faire cette délocalisation? Il y a des pays qui sont donc plus sécures que d'autres? Disons qu'il y a peut-être des fédérations qui sont plus prudentes que d'autres ou plus apeurées que d'autres. Pour délocaliser un match, il faut l'autorisation de l'UEFA. Et l'autorisation, il faut un accord à 3 entre l'équipe qui reçoit l'équipe visiteuse et l'UEFA. Et donc, on a pu, à un moment donné, des stades français n'étaient pas prêts. On a vu des équipes françaises de clubs jouer en Belgique parce que leur stade n'était pas prêt. Bon, mais là, c'est pour des motifs politiques et sécuritaires. La fédération belge a eu peur de violence autour de la réception de l'équipe d'Israël. Et donc, elle a estimé qu'elle n'avait pas les moyens de mettre en place un dispositif sécuritaire suffisamment sûr pour empêcher ces violences. Et donc, la solution était de délocaliser en Hongrie, qui est un pays avec à la fois le stade, il y a une moins grande capacité d'accueil, et puis c'est là où Israël joue ses matchs. En fait, la Hongrie, l'équipe israélienne ne peut pas jouer ses matchs en Israël pour des questions de sécurité, et quand elle joue à domicile, elle joue en Hongrie. D'accord, c'est étonnant, effectivement. Alors, le déploiement des forces de l'ordre... Orban est très proche, Orban, le Premier ministre hongrois, est très proche de Netanyahou, et donc la Hongrie est l'un des plus chauds supporters d'Israël parmi les nations de l'Union européenne. D'accord. Alors, il y a effectivement ce déploiement des forces de l'ordre très inhabituel, selon les dires du préfet de Paris, Laurent Nunez. 4000 policiers et gendarmes, 1600 agents de sécurité autour du stade et dans les transports en commun. Et c'est le RAID, l'unité d'élite de la police nationale, qui va sécuriser l'équipe d'Israël. Là, évidemment, on sent qu'il va y avoir un périmètre, que tout va être bouclé. Mais est-ce que la violence ne peut pas se reporter ailleurs, finalement? Est-ce qu'il n'y a pas un trou dans la raquette qui est possible? Pour l'instant, on ne voit pas le trou. La violence peut être partout. Elle peut être dans Paris-Centre, à Marseille, où vous voulez. C'est pas. Je veux dire, la violence il peut y avoir une agression antisémite partout en France. C'est clair. Donc l'idée, c'est qu'elle ne soit pas liée à ce match, que ce match soit sécurisé. La protection par le RAID, c'est un peu habituel. Déjà aux Jeux Olympiques, il y avait une protection. Disons que, en fait, il y a toujours une double protection. Il y a deux pays qui ont leur propre protection nationale, qui est acceptée par l'équipe qui reçoit. Ce sont Israël et les États-Unis. Aux Jeux Olympiques, il y avait des policiers ou des policiers d'élite américains qui sécurisaient la délégation américaine. C'est habituel, et c'est convenu. Et bien sûr, les mêmes règles existent pour Israël en temps ordinaire et sont bien sûr renforcées depuis le 7 octobre. Bien sûr. Alors, on parle d'une influence très faible pour ce match. On serait autour des 20 000 supporters dans les tribunes, si on compte en plus les VIP. C'est très peu. La plus faible influence de l'histoire du Stade de France, c'était 36 842 spectateurs en 2003 pour France-Nouvelle-Zélande. On va sans doute être en dessous de ça parce qu'il y a eu à la fois des appels au boycott d'un côté contre la venue de l'équipe d'Israël en France et de l'autre côté un appel aussi à la prudence de la part des autorités israéliennes qui disaient aux supporters israéliens de ne pas se rendre en France vu l'état des relations diplomatiques actuelles avec l'ambassadeur d'Israël qui avait été convoqué. Donc là, on a un double faisceau qui fait qu'il y aura très peu de monde. Vous pensez que c'est justifié le fait de la part des autorités israéliennes de mettre en garde les supporters israéliens? On a vu ce qui s'est passé à Amsterdam. Il y a toujours un risque. En fait, c'est le match de la peur. Tout le monde a peur d'aller au stade. Disons qu'il y a certainement des supporters de l'équipe de France qui ont peur d'être pris à partie, des supporters israéliens qui ont peur d'être pris à partie. Et c'est ce qui explique que beaucoup de gens, il y a peut-être même des gens qui ont un billet et qui se disent s'il y a un tel déploiement sécuritaire, c'est qu'il risque d'y avoir des violences et donc je ne prends pas le risque d'y aller. Donc les mises en garde ont eu aussi un effet dissuasif sur le public.
On verra bien combien de personnes au final viendront, mais effectivement, on va battre le record de la plus faible affluence pour l'équipe de France. Alors je sais bien qu'il n'y a pas Kylian Mbappé, qu'il n'y a plus Griezmann, mais c'est plutôt la peur. C'est la peur qui écrit. Ok, c'est pas la grande affiche, c'est pas France-Italie, etc. Mais quand même, il y a eu au début du siècle, il y a eu 2 France-Israël au Stade de France. Le stade était plein. Oui, donc c'est quand même évidemment un contexte particulier. Il y a aussi cette interdiction des drapeaux palestiniens, qui serait donc un trouble à l'ordre public, si on en croit. Pourquoi cette interdiction ? Parce qu'on se rappelle des supporters du PSG qui avaient sorti une grande banderole pour appeler à la paix, qui avait été très mal reçue par les autorités. Est-ce que ça aussi c'est justifié ? Ça peut se discuter. Alors bien sûr, on peut dire on emmène des drapeaux que des équipes qui jouent. Et donc, vous amenez un drapeau israélien ou un drapeau français si vous soutenez l'une ou l'autre équipe. Bien sûr, il y a toujours des gens qui veulent manifester dans le stade. Et donc, la décision a été prise, c'est, disons, pour un peu quand même faire plaisir aux Israéliens qu'il n'y ait pas de protestation contre leur équipe. Parce que de brandir un drapeau palestinien qui ne joue pas, c'est protester contre ce que fait l'armée israélienne à Gaza. C'est un signe de solidarité avec la Palestine et donc on profite d'une manifestation sportive pour exprimer un sentiment politique. Ce qui est plutôt, ce qui arrive régulièrement aussi. Donc et donc là, ça a été effectivement interdit. Alors, quant aux appels de boycotter le match, chacun est libre de boycotter. Par contre, il n'était pas possible pour la Fédération française de football de ne pas jouer le match. Il n'était pas possible pour la France comme fédération de dire, vu ce qui se passe à Gaza, on ne veut pas recevoir l'équipe israélienne. Il y a eu un tirage au sort qui a été effectué. Et si la Fédération française de football disait vraiment c'est trop déplaisant, c'est trop, on ne peut pas jouer, c'est elle qui aurait été sanctionnée. Quant aux joueurs, il y a eu des appels pour ce qu'ils ne jouent pas, pour qu'ils boycottent le match. C'est pas leur problème. C'est à eux, ils sont sélectionnés, ils jouent, ils ne peuvent pas refuser la sélection. Après, il y a un problème de savoir si à l'avenir, l'équipe israélienne pourra toujours participer aux compétitions sportives. Et il y aura un double débat à la fois en Europe et dans le monde, puisque beaucoup de gens disent on a exclu les Russes, on a aussi exclu Israël. Et donc, il y a un 2 poids, 2 mesures. Mais disons que c'est un débat qui doit être tranché collectivement par les instances sportives européennes ou mondiales. Ce n'est pas la décision seule de la Fédération française de football. Ouais, donc c'est quelque chose mais c'est un débat actuellement sur cette sanction d'empêcher Israël de participer aux compétitions sportives comme il a été fait à la Russie, ou c'est quelque chose qui est théorique ? Alors, c'est à la fois un vrai débat politique qui existe en France et dans d'autres pays. Dans de nombreux pays, il y a des mouvements de solidarité avec la Palestine au cours de matchs de sport. C'est vraiment sur de nombreux continents, en Amérique latine, en Afrique, en Europe, un peu partout. Après, ce sont les instances. Donc, en fait, il faudrait que des fédérations... Moi, je pense qu'au niveau européen, il y a assez peu de chances ou de risques, selon la perspective dans laquelle on se place, parce que les pays européens sont très solidaires d'Israël, bien que quoi qu'il se passe là-bas. Ça peut être peut-être plus délicat au niveau du CIO. Imaginons par exemple que l'Afrique du Sud, qui a déjà porté plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice, en fasse de même devant le CIO, ça serait plus délicat. Merci beaucoup Pascal Boniface, géopolitologue. Je rappelle, vous êtes auteur de Géostratégiques aux éditions Duno et également de Géopolitique du sport. On parlait de ce match France-Israël et puis on parlera foot ce soir également sur Sud Radio à partir de 21h. On se retrouve nous dans un instant pour parler du procès des assistants parlementaires au Parlement européen du Rassemblement national et des réquisitions contre Marine Le Pen. Et puis on parlera ensuite de l'OTAN et de Donald Trump avec le général Bruno Clermont, ancien directeur de la sécurité aéronautique d'État. Et si vous souhaitez appeler le standard pour réagir ou poser vos questions, 0826 300 300. À tout de suite. Site d'articles français et patriotes présente Sud Radio, midi 13h. Alexis Poulain, sans réserve. On va parler maintenant du procès des assistants parlementaires du Front National. À l'époque, il s'appelait ainsi Rassemblement National. Hier, c'était la réquisition du parquet. Je rappelle donc ce qu'a dit le procureur Nicolas Barret. Le député européen ne peut pas faire un libre usage de son assistant parlementaire, sinon cela est constitutif de détournement de fonds publics. Et donc, le parquet réclame l'inéligibilité pour 5 ans de Marine Le Pen. 5 ans de prison, dont 3
avec sursis et 300 000 € d'amende. La décision sera rendue au premier trimestre 2025. L'accusation parle d'un système qui a été mis en place entre 2004 et 2016 pour rémunérer avec l'argent du Parlement européen des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le parti. Et c'est là tout ce qui est difficile de comprendre, comment un assistant parlementaire ne pourrait pas travailler pour un parti. Donc il y a vraiment un problème. On se rappelle bien sûr du procès pour les mêmes faits du MoDem, des faits similaires. De son côté, le Parlement européen a évalué le préjudice à 4,5 millions d'euros. Mais grand seigneur, il n'en réclame que 3,4, une partie ayant été remboursée. Et Marine Le Pen a trouvé évidemment le parquet outrancier dans ses réclamations. On va l'écouter, sa réaction. Une volonté du parquet qui est celle en réalité de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. Ce que j'espère, c'est que le tribunal ne suivra pas. Que le tribunal ne suivra pas. Alors, cette loi pour l'inéligibilité, il faut savoir que c'est la loi du 9 septembre 2016 pour la confiance dans la vie politique, sous le mandat de François Hollande, la loi dite Sapin 2. Et c'est une loi qui ne plaît pas trop à Gérald Darmanin, qui a écrit un post sur X, anciennement Twitter, pour défendre Marine Le Pen. Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage des Français. Combattre Madame Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. N'ayons pas peur de la démocratie et évitons de creuser encore plus la différence entre les élites et l'immense majorité de nos concitoyens. Oui, mais Gérald, il y a la loi du 9 septembre 2016 qui a été votée par les représentants de la nation à l'époque et qui donc met cette inéligibilité dans la balance de 5 ans. D'ailleurs, inéligibilité qui a été demandée avec exécution provisoire pour les 25 prévenus dans cette affaire de 1 à 5 ans. Et évidemment, la question de la justice politique se pose. Est-ce que c'est un procès politique ou est-ce que c'est simplement un procès sur des malversations au sein du Parlement européen? Je rappelle que François Bayrou, pour les mêmes faits, a été relaxé dans l'affaire des mêmes emplois fictifs du MoDem, puisque le tribunal avait estimé qu'aucun élément du dossier ne prouvait que le président du MoDem avait donné des instructions pour l'embauche d'assistants parlementaires ou qu'il avait la connaissance de non-exécution des contrats. Et lui, François Bayrou, encourait 30 mois d'emprisonnement avec sursis, 70 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité avec sursis pour complicité de détournement de fonds publics européens. Alors voilà, Marine Le Pen est prise dans ces affaires, mais je tiens à rappeler que le problème dans cette affaire, au-delà bien sûr des politiques, de la justice politique ou quoi, c'est le Parlement européen. Dans un article du Monde du 31 janvier 2024, on apprend qu'au moins un quart des eurodéputés sont impliqués dans des affaires ou des scandales. Un quart des eurodéputés. Donc le Parlement européen, entre le Qatargate, les lobbies d'influence, la Russie et tout ce qui fait que finalement, quand on est à Bruxelles, on profite grassement des lobbies. C'est peut-être ça le problème, et même au-delà, bien sûr, cette Commission européenne et cette Europe qui voudrait que nous soyons compétitifs, mais finalement désindustrialisants. Voilà, le débat ne fait que commencer. On suivra cette affaire, évidemment, sur Sud Radio. Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler Europe, mais autant surtout et défense, est le général Bruno Clermont, général de corps aérien, ancien directeur de la sécurité aéronautique d'État. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en début de semaine, on a vu le président Emmanuel Macron recevoir le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, pour parler bien sûr du soutien à l'Ukraine. L'OTAN et ses alliés apporteront leur soutien à l'armée ukrainienne aussi longtemps qu'il le faudra. Est-ce qu'il y a une peur de la part de l'Alliance Atlantique de voir avec l'élection de Donald Trump la défection des États-Unis au sein de l'Alliance, mais aussi par rapport au soutien à l'effort de guerre ukrainien? Écoutez, c'est effectivement une inquiétude qui court en ce moment à la fois à Bruxelles et dans les chancelleries. Une inquiétude dont on peut expliquer les ressorts, mais je pense que pour cela, il faut se revenir en arrière en 2017, puisqu'on a déjà l'expérience de l'administration de Trump et de relations avec l'OTAN qui finalement n'ont pas été si mauvaises que ça. Et je pense que c'est sur cette base-là que ça va repartir.
L'intérêt des États-Unis, c'est évidemment d'être, surtout sous Trump, d'être la puissance dominante, économique et militaire. Et ce qu'il avait fait en 2017, il peut très bien le refaire en 2025, c'est-à-dire de dire aux Européens, écoutez, on assure votre sécurité, c'est très bien comme ça, mais votre sécurité a un prix. Et il avait fixé le prix d'ailleurs, et c'est ce qui avait fait d'ailleurs que les États avaient monté le budget de la défense. Il leur a dit, écoutez, le prix, c'est 2% de votre PIB, mais c'est 2% pour acheter du matériel américain. Et effectivement, c'est ce qui s'était passé à cette époque-là. Les pays de l'OTAN ont commencé un réarmement timide, mais un réarmement néanmoins qui est réel, mais essentiellement en achetant du matériel américain. Donc il pourrait recommencer la même chose, mais en disant cette fois-ci, écoutez, la situation internationale, c'est plus la même qu'en 2017. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la guerre en Israël, il y a les tensions Indo-Pacifique. Maintenant, c'est plus 2%, c'est 3%. Et je pense que la petite chanson de 3% du PIB commence d'ailleurs à circuler dans les coursives de l'état-major de l'OTAN à Bruxelles, et ça sera 3% du PIB, avec évidemment l'obligation d'acheter du matériel américain en priorité. Mais c'est du chantage quasiment d'avoir cette obligation d'acheter du matériel américain, alors qu'en Europe, on a quand même des fleurons de l'industrie de défense. Alors c'est soit du chantage, soit de la réelle politique. On a effectivement des fleurons industriels en Europe. Alors il y en a qui sont nationaux, ils sont pas trop nombreux, la plupart sont internationaux et la plupart ont des liens très étroits avec l'industrie américaine. On va prendre le cas de deux géants qui sont BAE Systems en Grande-Bretagne ou Rheinmetall, le nouveau géant allemand, ont des relations très fortes avec l'industrie américaine. Donc c'est dans ce cadre transatlantique que ce réarmement pourrait s'effectuer, mais on voit bien que les grands gagnants, in fine, seront l'industrie américaine si Trump décide de se lancer dans cette politique. Parce qu'il y a une autre solution. L'autre solution, c'est de dire, écoutez, moi, maintenant, j'en veux plus des Européens. Vous n'avez pas fait les efforts nécessaires. Ma priorité, c'est pas l'Europe, c'est la Chine. Oui. Donc, écoutez, vous allez vous débrouiller. Et moi, je vais m'intéresser à la Chine parce que c'est vraiment ma priorité, mon risque principal, mon danger principal. Et ça, c'est l'alternative, effectivement, qui pourra donner lieu à un chantage. En fait, c'est ce qui s'était passé en 2017. Et il est probable qu'il va reproduire le même exercice en 2025. Oui, avec différentes nominations là dans son gouvernement qui arrivent au compte-gouttes, mais qui montrent qu'effectivement, il pourrait prendre cette tangente de relancer l'affrontement avec la Chine. La question des dépenses de défense des pays européens, alors vous le disiez, en 2017, on était loin derrière. Emmanuel Macron parlait même de mort cérébrale de l'OTAN à l'époque. Les choses ont extrêmement changé 7 ans plus tard, mais est-ce que ce sera du jamais assez finalement? Les États ne dépensent jamais assez en matière de défense, les États européens? Alors, je vais revenir d'abord sur votre premier point, qui est effectivement, si on regarde l'OTAN de manière macro, c'est la plus puissante organisation militaire jamais créée dans le monde, qui est un partenariat et un protectorat américain. Je rappelle, c'est 1 milliard de citoyens, c'est 1300 milliards de dollars de budget global, c'est 32 pays, dont 2 pays qui viennent de rejoindre la Suède et la Finlande, et c'est un patron qui est les États-Unis. Donc tout ça, c'est plus du tout un mort cérébral. On peut dire que le grand succès de Vladimir Poutine, le 24 février 2022, c'est d'avoir redonné de l'énergie à une organisation qui cherchait en réalité son but, cherchait son existence, et c'est la raison pour laquelle le président Macron en 2019, à l'occasion d'un sommet de l'OTAN, avait déclaré l'OTAN à mort cérébrale. Le but du jeu, c'était quand même de mettre de l'énergie sur la défense européenne qu'il voyait comme cette mort cérébrale de l'OTAN était vue comme une opportunité de relancer la défense européenne qui se portait pas bien, et qui se porte toujours moyennement bien d'ailleurs. Oui, donc sur l'effort, deuxième point, sur la question de l'effort des Européens, il y a eu un effort des Européens, mais cet effort des Européens, c'est quoi? C'est de tenir l'objectif qui était fixé en 2014, qui était de 2% du PIB. Donc on a mis 10 ans pour y arriver, et je rappelle qu'en 2014, le contexte stratégique n'avait rien à voir avec celui de 2017, et encore moins rien à voir avec celui de 2024. Donc en réalité, on a toujours un coup de retard, et si on veut vraiment être à la hauteur des enjeux militaire et stratégique, c'est évidemment pas 2% qu'il faut, c'est beaucoup plus. Ouais, on est loin du compte, et même sur la production, on a vu au début de cette guerre en Ukraine la difficulté qu'avaient les Alliés de fournir des munitions à l'Ukraine. Alors il y a bien sûr le canon César qui a connu son heure de gloire, où là les cadences de production ont pu augmenter. Mais aujourd'hui, est-ce que l'industrie de l'armement européenne et les armées européennes sont prêtes, ou est-ce qu'on est toujours dans cette question à savoir combien avons-nous de stock de munitions? Est-ce qu'on peut tenir un jour, 2 jours, une semaine, un conflit de haute intensité? Écoutez, je reviendrai à cette période un peu étrange où
où le Sénat américain a bloqué les livraisons d'armement et les aides financières à l'Ukraine qui a duré 6 mois. Donc là, effectivement, certains ont vu une opportunité de mettre en avant l'Europe de la défense et de montrer que l'Europe européen était capable de se mobiliser pour remplacer les Américains. Que nenni. La réalité, c'est qu'on n'était pas capable de donner grand-chose aux Ukrainiens, et c'est pendant cette période de 6 mois, pendant laquelle les Américains n'ont pas fourni d'armement, que les Ukrainiens ont le plus souffert et ont commencé à accumuler du retard, et ce retard sur le terrain, ils ne pourront pas le rattraper. Donc on a eu la preuve en réalité par un exemple concret que les Européens n'étaient absolument pas capables de remplacer les Américains, qu'il s'agisse du soutien à l'Ukraine ou qu'il s'agisse simplement de faire la guerre sans les Américains. On est loin du compte encore. Et d'ailleurs, il y a la question, bien sûr, qui avait été évoquée par Emmanuel Macron de l'envoi de troupes, qui a été remise sur le tapis par le Premier ministre britannique, qui était invité le 11 novembre aux célébrations. Est-ce que c'est encore une option, cette ambiguïté stratégique, de dire que finalement, dans cette nouvelle étape de la guerre, avant l'investiture de Trump, il faut absolument pousser pour l'utilisation d'armes de l'OTAN sur le territoire russe et pour l'envoi de troupes de l'OTAN en Ukraine? Alors pour moi, on n'en est plus là, c'est une affaire passée. On est rentré dans une nouvelle phase de ce conflit, une phase dans laquelle les mots négociation et diplomatie commencent à être prononcés par un très grand nombre de gens. Vous savez, c'était des mots qui étaient totalement tabous là, pendant les 2 ans et demi qui sont passés. Donc on est plutôt sur les réflexions visant à donner des garanties de sécurité à l'Ukraine, ou en tout cas ce qui restera de l'Ukraine, dans un cadre dans lequel l'Ukraine ne rejoindrait pas l'OTAN. Donc là, l'éventualité de déployer des troupes de l'OTAN en Ukraine de manière à en quelque sorte affirmer sa volonté de protéger l'Ukraine, ça fait partie des discussions. Mais l'envoi de troupes occidentales combattre en ce moment à côté des Ukrainiens en Ukraine n'est plus du tout un sujet d'actualité. Oui, on est passé à autre chose. Par contre, est-ce que l'emploi des missiles longue portée de l'OTAN et de l'Alliance par l'Ukraine sur le territoire russe, est-ce que ça c'est d'actualité ou est-ce que c'est une menace agitée pour accélérer les pourparlers? Non, ça c'est d'actualité parce que le but maintenant, l'objectif, c'est de mettre l'Ukraine dans les conditions les meilleures possibles pour une négociation. Pour ça, il faut faire comprendre à la Russie que le prix qu'elle aura à payer pour continuer à avancer et à grignoter du territoire ukrainien sera disproportionné. Et là, effectivement, c'est cette réflexion qui anime les Européens, y compris les Américains. La question de la négociation, on le voit bien, elle est sur le devant de la scène. Et pour négocier, il faut que les Ukrainiens ne soient pas en position de faiblesse. Or, c'est le cas actuellement. Donc, il faut mettre de la pression sur les Russes. C'est uniquement dans le cadre d'une négociation que ces perspectives sont évoquées. Et il s'agit d'ailleurs de ne frapper que les troupes russes qui soutiennent logistiquement à quelques dizaines de kilomètres, centaines de kilomètres de la ligne de front. Il ne s'agit pas d'aller frapper le cœur de la Russie et de déclarer une guerre à la Russie. Même si, bien sûr, il y a eu des mouvements de drones un peu partout. On va revenir, bien sûr, sur l'Ukraine et sur l'élection de Donald Trump, ce que ça change pour l'OTAN. Dans un instant, avec notre invité, le général Bruno Clermont. Si vous souhaitez poser des questions, 0826 300 300, à tout de suite sur Sud Radio. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et notre invité pour parler bien sûr de Donald Trump et de l'OTAN, c'est le général Bruno Clermont, général de corps aérien, ancien directeur de la sécurité aéronautique d'État. L'Ukraine dans l'OTAN, est-ce que c'est quelque chose de possible ou est-ce que c'est clairement non ? Écoutez, techniquement, c'est possible, d'un point de vue opérationnel. Depuis 2014, parce que depuis 2014, un certain nombre de pays de l'OTAN, en particulier américains, canadiens, britanniques, forment l'armée ukrainienne, ce qui lui a permis d'ailleurs d'être aussi efficace en février 2022. Donc pour la plupart, ils ont le standard de l'OTAN, mais la question est réellement politique. Et on sent bien que cette garantie de sécurité qui serait la rejointe de l'Ukraine dans l'OTAN, aujourd'hui, il y a 2 pays qui n'en veulent pas. Et là, on va voir, ce sera important de connaître la position de Donald Trump sur le sujet. Ces 2 pays sont les États-Unis et l'Allemagne, pour des raisons un peu différentes. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un sujet, l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Le sujet, c'est quelle garantie de sécurité on peut donner
à l'Ukraine sans qu'elle ne soit dans l'OTAN. Et c'est l'objet des discussions, d'ailleurs des discussions qui ont commencé il y a fort longtemps, mais qui s'accélèrent probablement qui vont s'accélérer les prochaines semaines. Vous pensez que l'investiture de Donald Trump en janvier va être ce qui va changer la donne et où on va passer dans une phase de négociation plus rapide pour arriver à un cessez-le-feu ou un accord sur les territoires à céder ou non en Ukraine ? Écoutez, je pense que les négociations ont déjà commencé. En réalité, la véritable administration américaine aujourd'hui, c'est celle de Donald Trump. Toute son équipe est en place, en particulier cette équipe politico-militaro-diplomatique. Et je pense qu'il y a déjà des contacts à la fois avec les Ukrainiens, mais à la fois avec les Russes. Si on en croit les déclarations répétées de Donald Trump, il se fait fort d'arrêter la guerre en 24 heures. Oui. Il n'arrêtera pas la guerre en 24 heures, probablement pas. Mais en tout cas, il va travailler très rapidement à une solution politico-diplomatique dans laquelle on voit bien que l'Ukraine risque de perdre les 20% des territoires qui étaient conquis militairement par la Russie depuis le 24 février 2022. Oui, mais est-ce que les alliés européens de l'OTAN vont être sur cette ligne-là ? On a l'impression que là, il y a un hiatus. D'un côté, Donald Trump qui voudrait accélérer la paix, et de l'autre côté, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Olaf Scholz et bien sûr Ursula von der Leyen, sans parler de Mark Rutte, qui voudraient accélérer ou du moins relancer la guerre pour faire que l'Ukraine ait de meilleures chances de négociation. Je pense qu'on est dans une espèce de jeu de rôle où chacun essaie de trouver sa place. Les Américains en avançant vers une négociation telle que ça a été annoncé, et les Européens en faisant en sorte, par leur allant, par leur engagement, que l'Ukraine soit dans la meilleure situation possible pour négocier. Ce qui est à mon avis également le cas des Américains, et surtout les Européens ne doivent pas être restés à l'écart d'une négociation dont on sent qu'elle va se dérouler quasi exclusivement entre les Russes et les Américains, avec éventuellement un avis des Ukrainiens, mais pas forcément un avis des Européens. Or, l'Ukraine est en Europe. L'Ukraine, la géographie est têtue, l'Ukraine est en Europe, l'Ukraine n'est pas de l'autre côté de l'Atlantique, donc ça reste un problème, une question majeure pour les Européens qui ne peuvent pas rester à l'écart de ces discussions. Oui, mais le problème, c'est l'ingérence américaine en Ukraine, le Maïdan depuis 2014. Enfin, les Européens sont dans le déni total sur la mainmise sur la géopolitique et la géostratégie par Washington en Europe. On ne parle que de l'ingérence russe, mais pour ce qui est des États-Unis, ils font ce qu'ils veulent en Europe. Les Américains ont des intérêts. D'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant la déclaration, je ne sais pas si vous avez vu, la déclaration, le communiqué de Marco Rubio, une fois qu'il a été nommé officiellement ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Il a déclaré une phrase céline dans laquelle il y a tout, en fait, le résumé de ce que sera la stratégie américaine, je l'ai dit. Nous allons garantir la paix par la force et toujours mettre les intérêts des Américains et de l'Amérique au-dessus de tout. Ça a toujours été la position des Américains, que ce soit dans l'OTAN ou pas dans l'OTAN. Les États-Unis ont des intérêts. Leur intérêt, c'est de rester en Europe, d'avoir des relations très particulière avec les pays européens, qui d'ailleurs, je rappelle, l'OTAN et s'est inséré en Europe à la demande des Européens. On revient en 1949, les Européens étaient désarmés, avec confiance que le risque de l'Union soviétique, dans l'Union soviétique, n'était pas capable de les affronter tout seuls, donc ils ont demandé aux Américains de rester. Les Américains sont restés, on a créé l'OTAN. Le problème, c'est qu'en 91, lorsqu'il n'y avait plus d'Union soviétique, on aurait dû se poser la question de l'avenir de l'OTAN. On ne se l'est pas posé parce qu'il y a eu plein de raisons de ne pas se la poser. Et donc, en fait, on a gardé pendant 30 ans une OTAN dont le fait qu'elle ressuscite en 2022 et également la façon pour les Américains de retrouver leur place, leur leadership à la fois dans l'OTAN et à la fois en Europe sur les questions de sécurité. Mais je le rappelle à nouveau, beaucoup de pays européens souhaitent le leadership américain en Europe sur les questions de sécurité. C'est pas la position de la France, elle est très intéressante, elle est très européenne. Mais malheureusement, elle reste extrêmement isolée dans le paysage de nos partenaires européens. Oui, on voit l'Allemagne qui est particulièrement poreuse à cette influence américaine, avec le sabotage de Nord Stream et autres, et puis la base de Ramstein, entre autres. Pour la France, on a un projet de loi de finances pour 2025 qui dédie 50,5 milliards d'euros pour le ministère des Armées. C'est la loi de programmation militaire 2024-2030. Est-ce que selon vous, c'est un budget suffisant ou est-ce qu'il va falloir augmenter compte tenu des menaces ? J'essaierai de porter la réflexion que les militaires portent sur ce sujet. En gros, ils s'attendaient à pire que ça. Donc finalement, ils sont satisfaits du fait que le budget de la défense augmente, ce qui est une nouveauté depuis 30 ans.
avec un objectif qui est louable. Mais je dis bien un objectif louable, parce que l'objectif, en fait, c'est 2030. L'objectif, si on regarde la progression de la loi de programmation militaire année après année, chaque année budgétaire, il y a une progression, on va arriver à pratiquement 3% du PIB en 2030. Le problème, c'est que c'est en 2030. C'est pas en 2025. Donc ça veut dire qu'on fait une impasse sur les années 2025-2030. En 2030, je pense que les armées françaises seront en meilleure posture qu'elles ne l'étaient en 2017, mais c'est 2030. Et donc cet accroissement des capacités, il est beaucoup trop lent. Il est d'autant plus lent qu'il se trouve que dans cette loi de programmation militaire, on a une très grosse facture à régler, indispensable. Je résume, c'est 100 milliards à trouver dans deux lois de programmation, 100 milliards d'investissements pour le renouvellement de nos deux composantes nucléaires, la composante océanique et la composante aéroportée. Et ça, c'est effectivement une obligation, c'est indispensable de les renouveler. Mais comme conséquence, ça évidemment écrase les capacités conventionnelles de nos armées. Or, les capacités conventionnelles pour l'armée française participent également à la dissuasion. Donc, en gros, voilà, la question, c'est une loi de programmation militaire intéressante, mais avec une progression beaucoup trop lente du budget qui nous amène beaucoup trop tard à une restauration militaire des capacités françaises. Et la question qui se pose aussi, c'est l'intégration des capacités françaises dans une défense européenne. Qu'est-ce que vous pensez de la création de ce poste de commissaire européen à la défense ? Écoutez, à partir du moment où il est confié à un Lituanien, on peut s'inquiéter un peu quand même. La Lituanie n'a pas véritablement d'armée. C'est un pays qui a connu la souffrance de l'Union soviétique et qui a une peur bleue de la Russie. Ouais. Et c'est un pays qui se sent vulnérable vis-à-vis de la Russie. Donc que peut faire raisonnablement un Lituanien? C'est d'une part essayer en sorte que les Européens se mobilisent en montant leur budget. Or, c'est toujours pas ce qui se passe. Donc, on va demander la protection des Américains. Donc, on va continuer à avoir une relation transatlantique très forte, que je pense qui est effectivement indispensable compte tenu de notre faiblesse pour nous protéger d'ambitions russes. Fantasmés ou pas fantasmés, en tout cas pour des pays comme la Lituanie ou la Pologne, c'est pas des fantasmes, ce sont des blessures qu'ils ont vécues dans leur chair et de leur histoire, et ils n'ont pas le confort de la France parisien, de la Tour Eiffel et de la dissuasion nucléaire. Ils sont en première ligne, donc on comprend qu'ils sont inquiets. Et comme ils sont inquiets, ils vont demander aux Américains de continuer à les protéger. Les Américains, mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une question sur la dissuasion nucléaire française et britannique qui devrait s'élargir à tous les membres de l'Union européenne ? Là, je pense que c'est un faux débat pour deux raisons. La première raison, c'est que dans la doctrine de l'OTAN, dans le concept d'opération de l'OTAN, il est tout à fait clair que et la dissuasion nucléaire française et la dissuasion nucléaire britannique contribuent avec la dissuasion nucléaire américaine à la protection de l'OTAN. Donc on peut même se poser une question intéressante, qui n'est pas forcément vraie du point de vue nucléaire, mais qui du point de vue conventionnel, avec l'article 5, la frontière de la France est-elle à Strasbourg et à Nice, ou est-elle à Riga et à Varsovie? Voilà une question intéressante. En ce qui concerne, et deuxième point sur la dissuasion, je pense que ça a été dit, mais le président Macron l'a rappelé dans la doctrine, son rappel sur sa mise à jour de la doctrine en février 2020, ça a déjà été dit par plusieurs présidents de la République précédents. Il n'y a pas de cas réel dans lequel les intérêts vitaux de la France, je rappelle qu'ils ne sont pas définis, n'auraient pas une dimension européenne. Donc, de fait, notre dissuasion nucléaire, elle protège nos voisins. Je pense même, et là, je vais reprendre une réflexion du général de Gaulle il y a fort longtemps, qu'il y a plus de chances que les... Il n'y a pas forcément un maximum de chances que les Américains sacrifient New York pour sauver Berlin. Donc voilà, cette discontinuité géographique fait que la dissuasion nucléaire française et européenne protège de facto, sans qu'elle soit partagée dans sa décision, protège de facto nos partenaires européens. Merci beaucoup, Général Bruno Clermont, d'avoir répondu à nos questions à propos de l'avenir de l'OTAN après l'élection de Donald Trump. Dans un instant, vous retrouvez André Berkoff en rediffusion pour la culture dans tous ses états, une émission avec Boualem Sensal pour parler de la langue française. À tout de suite sur Sud Radio. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.